Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, lundi 13 mars. Voici les titres. Naufrage de bateaux. Les recherches se poursuivent avec des dispositifs aériens et maritimes qui sillonnent les lieux du naufrage à la recherche des disparus. Adduction d'eau. Lui, bientôt alimenté, les travaux lancés dans le cadre du projet PayPal vont bon train. Et puis en sport, deuxième défaite consécutive pour le champion olympique 2016, Tony Yoka face à Carlos Takam, samedi dernier au Zénith de Paris. En ouverture, après le naufrage du navire Esther Miracle, les opérations de recherche se poursuivent. Hier encore, le dispositif de recherche aérien et maritime était à pied d'œuvre sur la zone du naufrage. Presse présidentielle. Dimanche 12 mars 2023, comme chaque jour depuis l'accident maritime du navire Esther Miracle, les équipes de recherche sont à pied d'œuvre dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants. Ici au large des côtes gabonaises, autour de la zone de naufrage circonscrite, les opérations aériennes mais aussi maritimes sont conjointes. Les survols s'enchaînent nuit et jour depuis le début des opérations. Depuis le naufrage, l'aviation légère des armées enchaîne quotidiennement les opérations de recherche dans le but de retrouver les disparus. Ces recherches se poursuivent malgré l'immensité de la zone d'opération. Parti de Libreville dans la nuit du 8 au 9 mars dernier, c'est ici dans cette zone que le navire à destination de Port-Gentil, dans la capitale économique, a fait naufrage. À son bord, plus d'une centaine de passagers et plusieurs tonnes de vivres et de matériel. Si l'accident maritime a fait plus d'une trentaine de disparus, selon les chiffres officiels, les recherches menées aujourd'hui encore, comme on le voit, s'activent. Arrivé sur le quai de débarquement des naufragés de cette catastrophe aux premières heures du drame, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a donné des instructions fermes afin que toutes les mesures soient prises pour la bonne conduite des opérations de recherche et de secours. L'appel au recueillement, baptisé Lumière en mer, lié au naufrage de l'Esther Miracle, a eu un écho favorable auprès des Librevillois. Un moment de consternation qui a révélé les insuffisances de la gestion de cette crise. Le constat d'Alexandre Baondo. Ici au port Molle de Libreville, l'heure est au recueillement et à la consternation. L'appel Lumière en mer lancé depuis hier à travers les réseaux sociaux a eu un écho favorable tant chez les familles des disparus qu'auprès des populations. Les familles des disparus, malgré les signaux négatifs autour du naufrage, ne perdent pas espoir. Ce matin, derrière moi, ce sont les parents des familles. Donc nous avons affiché donc, sur des tableaux les différentes images de nos proches, de nos parents qui sont encore en mer. Nous avons allumé des bougies. Et à côté de ça, nous avons mis des gerbes de fleurs, non pas des fleurs de malheur, parce que pour nous, nos proches peuvent être encore vivants quelque part. Bien sûr, nous nous attendons à toute éventualité, au fait qu'on peut nous apporter des décès, des personnes décédées ou des personnes vivantes. Toutefois, nous gardons l'espoir, mais nous attendons aussi au pire en fait. La gestion apparente de ce triste événement ne facilite pas les choses pour les parents déjà sous le choc. C'est une situation assez difficile. Il faut dire que aux premières heures, on m'avait fait comprendre qu'elle avait été repêchée. Du coup, j'ai dû tourner tous les hôpitaux. Jusqu'à revenir ici et toucher du doigt, j'ai appris qu'elle est encore parmi les portées disparues. Donc, c'est assez difficile. Notamment, hier, on a passé ici toute la journée. Je suis parti d'ici à 22h. Mais je ne savais même pas s'il fallait partir ou s'il fallait rester. Mais comme il fallait quand même me reposer, et j'ai eu quelques bribes d'informations, à partir de ces informations, je me suis dit, bon, je vais venir très tôt le lendemain, voir si je peux éventuellement discuter avec eux pour faire partie de l'équipage qui irait peut-être à la recherche des naufragés. Pour la société civile présente au lieu de recueillement, cette triste situation aurait pu être évitée si le Gabon avait respecté le cahier des charges présenté par l'Organisation mondiale de l'immigration auquel le Gabon appartient. Et donc, ils avaient, dans le cas des sautes dites, relevé 23 écarts. Et le Gabon avait plus ou moins résolu 2 écarts. Et sur la base de ça,
je crois que l'organisation avait demandé au Gabon de résoudre un certain nombre de choses pour plus ou moins arriver à respecter la norme internationale. Aux dernières nouvelles, plusieurs navires tant privés que publics sont au large des côtes gabonaises pour rendre plus efficaces les recherches lancées par les autorités. Quelques jours après le naufrage, les parents des disparus ont du mal à obtenir un maximum d'informations sur la situation de ces disparus. Une réalité liée au silence autour de ce triste événement. Alexandre Baondo. Y a-t-il une véritable stratégie pour prévenir les risques du naufrage sur les côtes gabonaises? Pourquoi cette absence d'une véritable cellule de crise autour du naufrage de l'Esther Miracle? Et à quel niveau sont les recherches des disparus de la Royal Coast? L'Esther Miracle répondait-elle aux normes de navigation en terre gabonaise? Autant d'interrogations chez les parents des sinistrés, venus nombreux s'enquérir de la situation ce matin. Ces derniers qui déplorent la loi de l'Omerta autour du triste événement. On ne peut pas arriver, il y a eu un accident qui s'est passé et on n'a pas des informations convaincantes. Lorsque des passagers ont eu à prendre destination pour Port-Gentil, il y a une liste qui a été bien établie avec les noms. Mais je pense que s'il y a eu un accident, lorsque ces personnes reviennent, quand ils disent qu'il y a eu une liste également, ce sont à eux de nous orienter dans des différentes structures ou encore de nous donner des informations qui apaisent les cœurs. Mais on n'a aucune information. Nous sommes là depuis hier. Et moi personnellement, je suis arrivé aux alentours de 14h. On n'a pas de retour concret des autorités concernant la situation. Hier par exemple, on est arrivé, il y a un défilé de véhicules qui se faisait, qui allait, mais chaque fois qu'on se rapprochait de certaines personnes qui semble-t-il pouvaient nous informer, on n'avait pas de retour. Au-delà du silence qui exaspère les familles des disparus, le manque d'organisation. On remet en cause l'organisation. Hier, dans le journal, on nous a fait comprendre qu'il y a eu une série de crises. On a convoqué toutes les forces de sécurité, les personnes dirigeantes des forces de sécurité et de défense. Mais au niveau des familles ici, des victimes, au niveau du port Molle, il n'y a pas de salle d'attente. Nous sommes là, livrés nous-mêmes sous le soleil. Nous transpirons et vous voyez que le soleil n'est pas... L'attente, la patience ne fait pas... Le soleil et la patience ne font pas bon ménage. En attendant les résultats des enquêtes menées par les autorités, les chiffres officiels demeurent à 2 morts, 26 disparus et 123 rescapés. Le PDG reporte à une date ultérieure la célébration de son 55e anniversaire, annonce faite par le secrétaire général du parti après le naufrage du Royal Coast qui endeuille la nation gabonaise tout entière. Maya Meza. Aux environs de 3 heures du matin, un bateau de la compagnie Royal Coast, baptisé Esther Miracle, a coulé au de Libreville alors qu'il tentait de joindre Port-Gentil. Et selon les éléments d'information fournis par le gouvernement, nous disposons des données suivantes. 3 personnes décédées, 123 personnes rescapées, 25 personnes disparues. Il s'agit là d'un bilan provisoire particulièrement dramatique. Le Parti démocratique gabonais a donc une pensée très émue pour les familles endeuillées et auquel il assure son soutien total. C'est d'ailleurs ce qu'a fait immédiatement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a déclaré, je cite, « Je me suis rendu au chevet des rescapés du naufrage, cette nuit au large des côtes du Gabon de l'Esther Miracle pour leur exprimer toute ma compassion et mon soutien. Mes sincères condoléances aux familles des personnes décédées. Sans le courage, la réactivité et l'efficacité des services de secours, le bilan de ce drame aurait été encore plus effroyable. Ils ont toute ma gratitude et ma reconnaissance. » À la suite du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Parti démocratique gabonais salue l'action de secours conduite sous l'autorité du gouvernement par les services compétents.
Il encourage les uns et les autres à redoubler d'efforts dans les recherches pour retrouver les victimes de ce terrible naufrage. Tout en se félicitant des dispositions administratives prises, notamment la mise en place d'une cellule de crise au ministère des Transports, le Parti démocratique gabonais soutient avec toutes les procédures d'enquête judiciaire, administratives et techniques qui permettront de faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident qui endeuille de nombreuses familles de notre pays et d'établir aussi toutes les responsabilités. D'ici là, le Parti démocratique gabonais en appelle au sens de la mesure, de la décence et de la dignité qui conviennent en pareilles circonstances. En considération de tout ce qui précède et sur instruction très ferme du distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Parti démocratique gabonais a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les activités programmées dans le cadre de la commémoration de son 55e anniversaire. Cette décision fondamentalement humaniste et de responsabilité est celle qui est comprise et attendue par les militantes et militants du Parti démocratique gabonais et l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie. Je vous l'ai dit en titre, le projet PIPAL poursuit son cours au quartier Louis, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. De nouveaux réseaux d'eau potable ont vu de répondre aux besoins des populations. Jessica Ondjoa. Les travaux d'adduction en eau se poursuivent au quartier Louis, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Un projet initié par le gouvernement gabonais en vue d'améliorer la qualité de desserte en eau potable. On a déjà posé la nouvelle conduite. Là, de ce côté, il y a la 90 et de ce côté, il y a la 225. Et là, nous sommes maintenant en train de faire le raccordement. Donc, se raccorder. Et la nouvelle conduite jusqu'à l'ancienne conduite qui existe. L'objectif de ces travaux, c'est en fait, il y a un problème de pression. Et puis changer de canalisation. Ici, il est difficile de circuler sans apercevoir ces panneaux de signalisation et rubans rouges et blancs qui marquent la présence d'un projet. On est en train de faire de nouveaux réseaux d'eau potable. Donc le regard là, c'est là où se croisent des raccordements de tuyaux. Les tuyaux qui quittent en haut là-bas, les tuyaux qui tombent en bas là-bas, les tuyaux qui quittent en haut là-bas. Ça vient se raccorder ici là. Donc c'est ici là qu'on va placer les vannes d'arrêt dans le regard là. La population, toujours, il y a les injures. Il y a des injures, il y a des insultes partout quand on passe. Tu vois que non, vous vous embêtez, vous cassez le route, vous faites ceci, cela, tu vois, non. Mais il faut supporter. Après, quand il y aura de l'eau, ils ne vont plus se plaindre. Tu vois, nous serons maintenant contents. Mais donc c'est ça, on supporte ça. Voilà, il y a des injures tous les jours. Après avoir creusé, installé de l'autre côté, les travaux de reprofilage sont en bonne voie. Page internationale au Mozambique où des pluies diluviennes et des vents violents se sont abattus sur la ville de Quelimane au Mozambique alors que le cyclone tropical Freddy a tué au moins une personne et déplacé des dizaines d'autres lors de son retour dans le pays, selon le premier bilan des autorités locales. Freddy avait déjà fait 10 morts dans ce pays d'Afrique australe lors de son premier passage fin février et 17 au total à Madagascar où il a également frappé 2 fois. Vous aurez plus de détails dans notre prochaine édition d'information. Cap en RDC cette fois-ci où une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a entamé jeudi soir une visite de 3 jours où des combats dans l'Est opposent l'armée à la rébellion du M23. La délégation de l'ONU a réitéré son engagement à combattre ces groupes armés. Récit signé Sidela Niman. Après plusieurs annonces d'arrêt des hostilités restées sans effet ces derniers mois, un cessez-le-feu entre l'armée nationale et le groupe rebelle M23 était censé entrer en vigueur mardi. Cependant, les armes ne se sont pas tues, aujourd'hui dans la province du Nord Kivu, où le M23 a continué mercredi encore d'étendre son territoire. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir cette rébellion, ce qui a été corroboré par des experts des Nations Unies et dénoncé par plusieurs pays occidentaux, bien que Kigali s'en défende.
Il est établi que le M23 est un mouvement qui est soutenu de l'extérieur et il est établi que derrière le M23, le pays auquel vous faites allusion paraît directement impliqué sur le territoire même de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, la délégation du Conseil de sécurité a rencontré les autorités, dont le président Félix Tshisekedi, avant de se rendre samedi et dimanche à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, ville de plus d'1 million d'habitants coincée entre le Rwanda à l'est, le lac Kivu au sud et les rebelles du M23 au nord et à l'ouest. Les représentants du Conseil comptent apprécier la situation sécuritaire et humanitaire dans la région. C'est essentiel, il faut une sortie de crise. Cette sortie de crise doit largement être politique. On soutient évidemment le processus de Luanda, piloté par le président Lourenço d'Angola, le processus de Nairobi. Il faut la bonne volonté de tous les acteurs pour en sortir. C'est urgent. Les populations dans l'Est souffrent énormément. Il y a une crise humanitaire, le pillage des ressources. Outre le M23, l'Est congolais est en proie aux violences de multiples autres groupes armés. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le nord de la province du Nord Kivu, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF, Force démocratique alliée, affiliée au groupe djihadiste État islamique, a fait plus de 40 morts. Après plusieurs... Au Mali, cette fois-ci, nous parlons du report du référendum constitutionnel par la junte au pouvoir. Le gouvernement n'a donc pas respecté la première étape censée être validée par le vote. Il a tout de même affirmé qu'il respecterait ses engagements quant à un retour de civils à la tête du pays en 2024. Récit signé Sidela Niman. Le report de ce référendum ne faisait plus aucun doute pour la population. Quasiment aucune disposition n'avait été prise sur le terrain pour sa tenue et le projet de constitution présenté comme final n'a été remis au chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, que le 27 février. Le référendum est la première étape censée être validée par le vote. Avec ce report, les militaires manquent à la première échéance d'un calendrier de consultation et de réforme qu'ils ont eux-mêmes communiqué et qui doit aboutir à des élections en février 2024 en vue d'un retour des civils aux affaires. Les raisons du report sont très simples. Nous sommes permanemment obligés de chercher un équilibre entre deux principes qui, sans pour autant s'opposer, peuvent être des fois difficilement conciliables. D'un côté, nous avons la recherche du consensus et de l'inclusivité, qui sont très chers au chef de l'État, et de l'autre côté, nous avons le chronogramme. Le calendrier élaboré par la junte et l'engagement pris par elle de céder la place en mars 2024, après des élections en février, avait convaincu la CEDEAO en juillet 2022 de lever un lourd régime de sanctions commerciales et financières infligées au Mali. Nous sommes en phase avec la CEDEAO. Nous avons un délai, ça c'est la durée de la transition. À partir de là, c'est à nous de dire ce que nous voulons faire dans ce délai. La CEDEAO ne nous a jamais imposé de faire un référendum. Cette constitution est un élément clé du vaste chantier de réforme invoqué par les militaires pour justifier de continuer à gouverner jusqu'en 2024. Le projet renforce notablement le pouvoir du président. Dans la nouvelle constitution, c'est le président qui détermine la politique de la nation et non plus le gouvernement. Le président nomme le Premier ministre et les ministres et met fin à leurs fonctions. Il peut également dissoudre l'Assemblée nationale. La pression exercée par la CEDEAO pour que les colonels ne se présentent pas aux élections n'a pas dissipé les spéculations sur les intentions du colonel Goïta en 2024. Sport à présent, le Zénith de Paris a accueilli samedi 11 mars 2023 le combat entre Tony Yoka et Carlos Takam. Le jeune boxeur français a perdu face au boxeur camerounais dans un combat très serré. Hermad Malaga, Moussavou. La marche était encore trop haute pour Tony Yoka qui a été battu au point par Carlos Takam samedi soir au Zénith de Paris, subissant une deuxième défaite consécutive après son revers contre Martin Bakol. Il y a 10 mois. Déçu, c'est pas une histoire de regret, je suis très déçu cette fois-ci. Parce que comparé à l'année dernière où j'avais pas fait un bon camp d'entraînement, là cette année ça s'est plutôt bien passé. On a beaucoup travaillé. Mais voilà, Carlos a aussi beaucoup travaillé et il a été plus fort ce soir. Malgré cette bonne préparation, Yoka n'a pas pu prendre le dessus sur son adversaire. Il a perdu sur une décision partagée des juges au terme de 10 rounds, très serrés. 4-26, 4-24, 4-26, 4-24
et puis 4-24-4-26. Takam apprécie le combat du jeune boxeur français. Je me suis vraiment bien préparé pour ce combat, plus que le combat de Joshua, parce que je savais que Tony c'est un jeune boxeur prodigieux et il est là. Franchement, lui, il était déterminé à me battre, à mettre mon nom dans son record. Je savais très bien, je savais à qui j'avais à me frotter et je n'ai pas été déçu. Il a vraiment fait son job. C'est un bon boxeur. Le champion olympique 2016 à 30 ans compte désormais 11 victoires pour 2 défaites et voit la suite de sa carrière professionnelle sérieusement compromise. À l'occasion d'une conférence de presse samedi au siège de la Fédération gabonaise de football, le sélectionneur national a rendu public la liste des joueurs qui participeront à la phase éliminatoire contre le Soudan les 23 et 27 mars. Jeremy Ngoma. Donc 23 et 27, match contre le Soudan, liste des joueurs sélectionnés. Amonome Jean-Noël, Outongati FC, Mfa Mezoui, Anthony, Rodange, Nz Donald, Simba, défenseur. Paloun, Lloyd, Bastia, Apilangoy, Aaron, Sivasport, Ekwalemanga, Bruno, Belfort, Obissa, Sydney, Villefranche, Oyono, Anthony, Forizon, Obiang, Johan, Caen, Moussunda, Mouketou, Aris Limassol, Ekomi, Jacques, Bordeaux, milieu de terrain, Poku, André, Al Khaled, Bekale, Eneme, Shérif, Tirapsol, Ochanga, Louis, Fez, Kanga, Guélor, Étoile Rouge, Belgrade, Sambissa, David, Cambur, Ndong, Didier, Dijon, attaquant, Bwanga, Denis, Los Angeles, Boupenza, Aaron, Al-Shabaab, Domarcolino, Alan, Rennes, Babika, Chavi, Aris Limassol, Alvina, Jim, Clermont-Ferrand, Ndoutoumou, Roy, Universitario, Vinto, en Bolivie. Joueurs, liste d'attente, Watcher Johan, Saint-Privé, Ebane Wilfried, Locminé, Akwe Asumu, Granville, Bitege Bedouin, Al-Sahela, Mbingi Samson, Mangasport, Bayano Junior, Lupopo, Meye Axel, Safi, Olympique. Voilà. Éliminatoire Cannes 2023, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jeremy Ngoma du desk sport de notre rédaction. Jeremy, bonjour. Bonjour Leslie. Bien, pour la double confrontation contre le Cameroun, le sélectionneur des U23, Saturnin Ibela, a convoqué 23 joueurs. Votre avis? Oui, c'était du côté de la maison Alexandre Samba, donc le siège de la Fédération gabonaise de football, où Saturnin Ibela, le sélectionneur des U23, a animé une conférence de presse à laquelle il a convoqué un certain nombre de joueurs, 23 joueurs, et 7 joueurs dans la liste d'attente. Ce sont des joueurs comme ça qui vont justement concourir pour pouvoir obtenir leur ticket pour la qualification du côté du Maroc en juin prochain pour la Coupe d'Afrique des Nations des U23. Bien, pensez-vous, Jeremy, que les joueurs sélectionnés seront capables de se qualifier pour la CAN de cette catégorie? Je pense que ces joueurs ont les qualités pour pouvoir se qualifier. Ce sont des joueurs pétris de talent pour la plupart. Il faut dire que parmi ces joueurs, il y a 10 joueurs qui évoluent du côté de l'extérieur et 13 joueurs sélectionnés qui évoluent dans le championnat national de football de première division. Donc c'est ce melting pot qui a été justement fait par le sélectionneur Saturnin Ibela pour pouvoir obtenir la qualification. Mais pour cela, il faudra battre d'abord le Cameroun et ça va commencer le 25 mars prochain du côté du Stade Rénovation de Franceville et peut-être obtenir la qualification du côté de Yaoundé le 28 mars prochain. Bien, vous étiez sur place lors de cette conférence du sélectionneur et l'avez-vous senti confiant pour aborder cette phase? Un peu crispé au départ, mais après on l'a senti quand même confiant puisque il a sélectionné pour lui les meilleurs joueurs qui vont justement pouvoir défendre de manière valable les couleurs du drapeau gabonais. C'est pas une petite affaire, ce sera justement cette qualification qui va permettre de hisser le Gabon
lors de cette Coupe d'Afrique qui va se jouer en juin prochain du côté du Maroc. Il faut dire, Leslie, essayer de rappeler un peu que la première nation à avoir gagné cette compétition-là, les U23, c'était le Gabon. Ce sera peut-être le remake, c'était en 2011 avec une génération dorée avec les André Biogo Poko qui participaient déjà à cette compétition-là. On espère qu'il y ait un remake cette saison, mais il faudra impérativement se qualifier et ça passera par le match qui se jouera le 25 mars du côté du Stade Rénovation de Franceville, comme je disais tout à l'heure. Très bien, merci bien Jeremy pour ces différents éléments de réponse au sujet de ces éliminatoires. Merci Leslie. Bien, c'est sur cette note sportive que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur TV+.